Dans la tête d'un coureur, Heroes, Erwan Lecor. Salut Erwan, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui dans cet épisode. Tu vas nous aider à mieux comprendre comment la kinésithérapie peut être un allié précieux pour les coureurs. On va plonger dans ton expertise pour découvrir un peu comment prévenir les blessures, optimiser ses performances et surtout assurer une pratique durable de la course à pied. Que veulent les coureurs ? Ils veulent courir longtemps et pendant des années et tu vas nous aider à obtenir ce résultat. Mais avant ça, comment est-ce que ça va vraiment aujourd'hui ? Écoute, déjà, merci beaucoup pour ton invitation, Guillaume. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi, un plaisir de pouvoir participer à ce podcast. Ça va bien. Vraiment, merci d'avoir pensé à moi pour aujourd'hui. C'est vrai que la kinésithérapie, c'est une discipline qui a le vent en poupe. Bon, ça fait très longtemps, voilà, mais sur la thérapie manuelle, il y a pas mal de questions, il y a pas mal de débats, il y a des avis, il y a des dogmes. On va un peu essayer d'y voir plus clair et tu vas nous aider et surtout, tu vas nous partager ta vision. Voilà, parce que c'est intéressant d'avoir la vision un peu de tout le monde. Alors, pour te présenter à nos auditeurs, Erwan, tu as un parcours de kiné assez incroyable. On se connaît un petit peu. Je sais que tu es aussi passionné par ton travail. Tu es aussi passionné par l'accompagnement des sportifs, aussi bien amateurs que professionnels. Tu as travaillé à l'INSEP pour la Fédération française d'athlétisme, mais aussi pour des équipes professionnelles de football et du rugby, tout à fait. je crois. Au départ, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la kinésithérapie ? Est-ce que c'était un rêve Est-ce qu'on rêve quand on est enfant de devenir kiné ou c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard ? Figure-toi qu'on aime quand on raconte une histoire, une anecdote pour se présenter. Et tu vois, aujourd'hui, je l'ai parce qu'en fait, moi, la kinésithérapie, ça a été une rencontre, pour tout te dire, quand j'étais en 6e. Ah ouais. J'arrive en Tunisie, expatrié, quasi dans les premiers jours de cours de sport, et je me fais une entorse de cheville au tennis, premier cours de sport. Et là, ma première rencontre avec un kiné, c'était à ce moment-là, un kiné français installé en Tunisie. Voilà, j'avais 11 ans et c'est là que j'ai découvert pour la première fois ce qu'était que la kinésithérapie. Après, la vie a fait que je me suis énormément investi, moi, dans ma pratique sportive en escrime où je tirais en niveau compétition nationale, beaucoup dans l'arbitrage. Donc, j'ai toujours été dans ce milieu sportif et la kiné s'est imposée assez rapidement chez moi parce que je voulais garder ce lien avec le sportif. Peut-être aussi que j'étais pas assez bon pour faire du sport de très haut niveau, donc il a fallu changer autre chose, trouver autre chose. Et c'est vrai que cette expérience initiale à mes 11 ans, ça a toujours un petit peu résonné. Mes parents me le disent, ils me disent, c'est quand même marrant que finalement, ça a commencé à ce moment-là. C'est cool de suivre ses rêves et tout. Et puis, c'est une histoire un petit peu assez sympa. Merci de nous la raconter. Alors, pour nos auditeurs et auditrices qui sont pas forcément familiarisés avec les sciences cliniques, comment est-ce que tu expliquerais en quelques mots, en quoi consiste la kinésithérapie et surtout en quoi elle diffère des autres thérapies manuelles ? Alors déjà, la kinésithérapie, si on prend vraiment la définition de ce métier-là, donc déjà c'est un métier qui a été fondé en 1946. Le terme kinésithérapie et le diplôme officiel de kiné, ça commence à dater, c'est 1946. Kinésithérapie, c'est thérapie par le mouvement. Alors à l'international, on a plus tendance à parler de physiothérapeute, physiothérapeute, mais finalement c'est le même métier. En France, le terme de physiothérapie est souvent un petit peu pas apprécié parce que ça réduit la pratique à l'utilisation de machines en thérapeutique, alors que vraiment, la kinésithérapie aujourd'hui, c'est la thérapie par le mouvement et c'est comment réintégrer et proposer à son patient blessé ou à son patient non blessé qu'on souhaite accompagner dans son activité sportive une pratique sécuritaire ou une rééducation en fonction d'un déficit ou d'une pathologie qui a été identifiée. Et évidemment, tout ce qui est autour de l'accompagnement à l'entraînement et l'accompagnement à la prévention des blessures. Donc, le kinésithérapeute, c'est vraiment le praticien du mouvement qui a un rôle donc vraiment initialement de rééducateur et qui va un petit peu plus loin que juste la rééducation puisqu'il va aussi avoir un champ d'action très fort sur la prévention des blessures et aujourd'hui sur l'entraînement et le soin d'urgence. On va en reparler justement de tout ça et les rôles que vous avez, les rôles aussi que vous êtes un petit peu octroyés. On parle aussi, je crois que la terminaison, la désignation exacte, c'est masseur kinésithérapeute. Absolument. Et c'est vrai que le massage, Absolument. ça a un peu disparu. C'est dur de trouver aujourd'hui des kinés qui font encore des massages sportifs. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd dans votre métier. Et je trouve ça dommage. Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne chose que ça disparaisse C'est pareil. Alors, c'est un sujet qui anime beaucoup le microcosme de la kinésithérapie, de la massokinésithérapie. Pour moi, c'est essentiel de garder cette terminologie. Le massage, c'est un élément important. Évidemment, c'est pas l'exclusivité de notre pratique. Heureusement, l'objectif, c'est le mouvement. Mais encore une fois, nous, notre métier, c'est apprendre à utiliser ses mains, apprendre à connaître le corps, apprendre à le toucher aussi et à pouvoir en tirer une information. Donc, il y a ce fameux débat chez les kinés entre le hands-on et le hands-off. Est-ce que je mets les mains, est-ce que je mets pas les mains ? Est-ce que finalement, je suis qu'un prescripteur d'exercice ou est-ce que je continue de toucher, de manipuler et d'être au contact de mon patient ?
ma conviction évidemment personnelle, c'est qu'il faut garder cette pratique de la main sur son patient qui est essentielle à la fois pour rentrer dans le soin, à la fois pour comprendre, ressentir, bilanter, et parce qu'on peut faire passer beaucoup d'informations et beaucoup de messages par nos mains. Alors, en ce moment, surtout dans les grandes villes, on voit de plus en plus de personnes qui se tournent vers des méthodes thérapeutiques plutôt alternatives. Il y a des pratiques issues notamment de tout ce qui est médecine asiatique, des approches des fois un peu plus aussi anglo-saxonnes, parfois même un peu ésotériques. Tu vois, on a un peu du mal avec pas mal de choses qui se mélangent. À ton avis, pourquoi ces pratiques un peu plus alternatives, elles attirent de plus en plus de monde? Et toi, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Alors effectivement, quand on regarde dans le paysage de la santé au sens large, et c'est là aussi où il y a beaucoup de débats entre les professions de santé et les non-professionnels de santé, entre les métiers avec diplôme d'État et finalement les titres, il y a eu, je pense, tu as déjà dû faire des débats autour de kiné versus ostéo versus chiropracteur versus éthiopathe. Là, la semaine dernière, j'étais en vacances en Ardèche, je passais devant des petites pancartes qui disaient magnétiseur à 100 mètres. Je pense qu'il y a une première chose, c'est qu'il y a une carence aujourd'hui de professionnels de santé. On a du mal à trouver un médecin, on a du mal à trouver un kiné, on a du mal à trouver une sage-femme, un infirmier. Dans les grandes villes, c'est très difficile, et dans les petites villes également. Donc si même dans les grandes villes, avec une population dense et une installation qui reste plus importante que dans les endroits un petit peu plus isolés, on a du mal, dans les endroits isolés, ça crée aussi l'émergence, il y a un manque, et la nature a horreur du vide, et donc il y a forcément alors, je ne vais pas dire des métiers, parce que ce n'est pas vraiment des métiers. Il n'y a pas de reconnaissance officielle de certaines pratiques. Donc, il faut aussi faire attention. Et surtout, attention, ce ne sont pas des professionnels de santé. Donc, il faut garder un certain recul sur ce qui est proposé. Et justement, ne pas tomber dans des choses qui sortent un peu border. Alors, donc, voilà. La thérapie manuelle, les études ne sont pas tous unanimes non plus. Non. Voilà, on sait. Alors, tu vas me dire, voilà, il y a quand même il y a l'effet placebo. On sait que même quelquefois sur même du chirurgie, on sait que l'effet placebo, aujourd'hui, on sait même que même certaines opérations, on ouvre le corps des gens, il ne se passe rien, on les referme. Et voilà, dans le déclaratif, ils ont l'impression d'aller beaucoup mieux. Ça fait aussi débat. Donc, je vais être un petit peu pour la gratter, mais est-ce que c'est vraiment efficace, la kinésithérapie? Alors déjà, est-ce que nous avons un effet placebo? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il faut avoir peur et avoir honte de l'effet placebo qu'on peut apporter? Évidemment non. Dans toute thérapeutique, il y aura un effet placebo, et l'adhésion d'un patient à sa thérapeutique va être un élément très fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste lui vendre un message qui n'a pas de contenu derrière, mais l'effet placebo, même sur un traitement qui est reconnu et qui est efficace, il sera présent. Donc l'effet placebo, il ne faut pas en avoir peur. Et il faut juste, encore une fois, s'appuyer aussi sur des bases et des fondements solides qui peuvent être donnés par la science, par l'expérience, par la pratique du praticien, et ne pas sombrer dans des pratiques justement qui sont un petit peu ésotériques ou qui sont un petit peu border. Donc c'est là où, et je suis d'accord sur la thérapie manuelle, et on en a beaucoup parlé justement sur l'ostéopathie, ça fait toujours débat aujourd'hui. Ouais, la littérature scientifique, elle est pas du tout unanime encore sur beaucoup de résultats de nos pratiques manuelles. Tu parlais du massage, quand on regarde les études scientifiques qu'il peut y avoir sur le massage et l'impact physiologique qu'il peut y avoir sur la récupération, on se rend compte que si on regarde vraiment ce qui se passe au niveau physiologique, l'impact, il n'est pas forcément énorme, mais par contre, le ressenti du sportif et du patient, lui, il l'est. Donc, il faut savoir faire le tri entre les pratiques qui sont reconnues, validées par la science, qu'on aime bien appeler chez nous les pratiques EBP, l'Evidence-Based Practice, donc celle-ci, elle est importante à trouver, et puis il y a aussi toute une pratique qu'il faut savoir apporter, qu'il faut savoir maîtriser, parce que ça fait du bien et ça apporte du bien-être aux patients. Mais la difficulté, c'est d'arriver à pas trop mélanger et à pas sortir d'un cadre médical. Bien sûr. Voilà. Bon, après, la profession d'ostéopathe, elle a quand même beaucoup évolué. Bien sûr. Il y a c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les chiropracteurs aussi qui sont de plus en plus populaires en France. C'est déjà très populaire dans les pays anglo-saxons. Nous, l'approche avec Dentée d'un coureur, c'est... Alors évidemment, sur les pratiques un peu plus mystiques, on va pas recevoir magnétiseur dans le podcast, mais... pourquoi pas? Pourquoi pas? Finalement, voilà. Faut pas être fermé, je veux dire, peut-être... Tu sais, dans les... Je vais pas citer de nom, mais... Même dans le monde du très haut niveau, il y a quelques personnes, soit des médecins qui dérivent un petit peu, soit des personnes tu sais pas trop quoi, qui ont très bonne presse et qui te proposent des patchs, des choses comme ça, des trucs comme ça, et qui sont très suivis par les athlètes de haut niveau. Donc c'est aussi, il y a aussi, ça plaît aussi à ce niveau-là. Alors faut faire attention à l'athlète de haut niveau, c'est une population très particulière. Il faut faire attention à qui tu t'adresses, mais c'est pour ça que c'est important de dans faire tous les milieux, il y en a quoi. C'est ça que je veux dire. Exactement, mais c'est important. Pas seulement dans les petites villes. C'est important aussi de s'appuyer, encore une fois, sur des professions qui sont
réglementé, structuré, avec un enseignement quand même sur lequel on peut s'appuyer. Et après, évidemment, il y a la pratique individuelle, l'expérience, les milieux dans lesquels on a exercé qui vont apporter peut-être un plus à son patient. Mais il faut faire attention de ne pas dériver. Et la dérive, elle peut vite arriver aussi sur la santé. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Tant que ça reste, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que tant que ça reste évidemment dans un cadre légal et que c'est une profession quand même si chaque pays après a ses visions sur les choses, tant que ça reste dans un cadre légal, qu'il y a une volonté thérapeutique, nous, on essaye quand même d'écouter tout le monde. Bien c'est sûr, ce que je dis, on peut sûr. recevoir des ostéopathes, on peut recevoir des chiropracteurs, parce que de toute façon, ils sont là aussi pour qu'on leur pose des questions et puis donner de l'information. Donc c'est important. La liberté de soins, c'est aussi important parce que des fois, on voit certains kinés se font la guerre un peu sur les réseaux sociaux. Je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il y a quand même une liberté de soins et les gens sont libres d'aller tant qu'ils ont les bonnes informations et que ça reste dans un cadre légal. Tout à fait. Voilà, si ça leur fait du bien, il ne faut pas non plus... Il faut garder ça à l'esprit. De toute façon, le patient est libre du choix de son praticien. Ça, c'est très important. On n'a pas à lui imposer quelque chose. Et un praticien, une profession de santé, un kiné, est libre du choix de son traitement. Dans la mesure où le traitement répond exactement à ce qu'on a C'est pas une escroquerie. Voilà. On essaye, pas tout le temps en tout cas. Mais on va reparler parce que chaque profession, en tout cas, on va en reparler tout à l'heure. On a dit c'est un podcast sans tabou. Et tu vas, comme je l'ai dit, je pose toutes les questions. Mais vas-y, je vais essayer d'y répondre. En plus, j'ai quelques amis kinés sur les réseaux sociaux qui, donc je dis, j'en ai un sous la main, on va pouvoir, des fois, ils aiment bien donner un peu des, donc on va travailler tout ça, mais je plaisante parce que, j'ai beaucoup d'affection pour ce métier de kiné qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide encore beaucoup dans ma pratique de la course à pied. Alors, on a parlé des kinés, on va se tourner aussi un petit peu dans les sportifs, dans les athlètes. Toi, tu suis aussi bien entraînes parce que tu es aussi préparateur physique. Je ne l'ai pas dit, mais tu as aussi un diplôme de préparateur physique. Donc, tu entraînes aussi, tu suis des athlètes aussi bien amateurs que professionnels. Et j'imagine que tu as pu un peu observer, au même titre que moi, on va voir si on est d'accord, si on partage le même constat, l'évolution du monde du sport dans notamment le sport amateur. Je m'explique. J'ai l'impression parfois que le monde amateur, il tend de plus en plus à adopter des pratiques dignes du haut niveau. Et surtout depuis 5-6 ans, je le remarque, notamment tout ce qui est protocole de récupération, diététique. Parfois, certains amateurs, ils sont encore plus rigoureux que des professionnels. Ça va jusqu'à là, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat ? Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, dans la pratique sportive, les gens tendent vraiment vers plus de professionnalisme, même quand ils sont amateurs? Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que le sport, heureusement, prend une place très très forte dans la population générale. On le voit bien, on parle course à pied, le nombre de coureurs aujourd'hui et le fait que le sport soit aussi accessible et ouvert à tous fait que celui qui commence à s'investir et qui commence à prendre goût au sport va être petit à petit à la recherche aussi de l'amélioration de sa performance. Moi, j'aime bien dire quand un patient arrive, et c'est un peu la mentalité qu'on a dans notre cabinet, c'est que chaque patient est sportif de haut niveau à son niveau. C'est pas parce qu'on a 60 ans, 70 ans, 80 ans qu'on fait peut-être juste 2 km, 3 km de footing. Mais les 3 km pour ce patient à cet instant donné, c'est sa pratique à lui du haut niveau. Et à ce titre-là, ce patient, sportif, récréatif, loisir, amateur, semi-professionnel, professionnel, quel qu'il soit et quel que soit son niveau de pratique, est à la recherche de la meilleure prise en charge possible. Et puis l'accès à l'information aussi fait que, pour le coup, on est aussi beaucoup plus exigeant en tant que patient pour essayer d'avoir accès à ce que l'on pense être le meilleur soin possible. Donc c'est vrai que le sportif amateur est aussi dans cette recherche de performance sur le soin et sur la prise en charge et sur l'accompagnement sportif. Et puis toi, c'est vrai que tu as cette particularité que tu t'infantilises pas. Tu traites vraiment les gens comme des athlètes. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est à partir du moment où vous courez, j'en parlais aussi dans un autre podcast, c'est à partir du moment où vous courez, vous êtes des athlètes. Et donc, vous devez tendre vers ça. Et donc, en tant qu'athlète, même si c'est 5 km, vous pouvez avoir des blessures, mais comme quelqu'un qui fait un ultramarathon, quoi. Exactement. Vous êtes des athlètes, quoi. Et le contrat que le praticien passe avec son patient, on rentre dans un contrat soigneur-soigné, où on va demander un engagement, nous, en tant que praticien total de son patient dans sa prise en charge. Et ça marche dans les deux sens. Et le patient attend aussi de son praticien qui s'engage pleinement dans sa prise en charge. Donc, il faut qu'il y ait vraiment ce binôme très fort entre le soigneur et le soigné pour pouvoir faire avancer sa prise en charge rééducative. Alors, on entend souvent parler des kinés et de la kinésithérapie comme quelque chose qui intervient en cas de blessure. Mais est-ce que cette discipline, elle se limite au traitement curatif, ou bien la kinésithérapie, ça peut aussi jouer un rôle peut-être plus en amont, dans la prévention, la préparation?
Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors en fait, ça dépend énormément du milieu dans lequel tu vas pratiquer. Comme tu l'as dit en début de podcast, moi j'ai eu la chance de travailler dans des structures professionnelles comme le Stade Français au rugby pendant 6 ans, le Paris FC au football, où là on a accès à notre population de sportifs sains et pathologiques en permanence. Donc ils sont à disposition du matin au soir et on a la possibilité de les voir évidemment avant qu'ils se blessent, c'est quand même l'objectif. C'est aussi tout le travail dont on parlera après de bilantage, de screening qu'on peut faire en début de saison sur nos sportifs sains. Et on peut comme ça les voir évidemment avant que la pathologie arrive. La difficulté dans la pratique libérale, la pratique de ville, c'est que malheureusement, et on peut trouver ça malheureux aujourd'hui, et peut-être que on peut réfléchir à une nouvelle façon de prendre en charge nos patients, c'est que souvent les patients attendent la pathologie, attendent la blessure pour venir consulter. Donc le travail un petit peu préventif dans un cabinet de ville est difficile à mettre en place. Alors que dans un club, dans une structure professionnelle ou dans une fédération, on a la chance d'avoir à disposition notre population en permanence. Et là, pour le coup, on peut être bien plus proactif que dans un traitement traditionnel de cabinet. Les gens, quand ils viennent te voir, c'est un peu comme les dentistes. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu as vraiment la dent qui te fait hyper mal et tout. Ouais. Et là, tu vas voir un dentiste, que c'est vraiment... Des fois, on attend un peu trop tard. Bien sûr. Il y a un vrai constat, c'est ce qu'on appelle l'errance thérapeutique. C'est qu'on est patient, on est blessé, on a un problème. On dit, on va se mettre un peu au repos quelques jours, ça va passer. Et puis finalement, on se rend compte que ça évolue pas forcément comme on le souhaite. Et on tarde à la première consultation. On tarde aussi, on a du mal à trouver ce fameux premier rendez-vous avec son médecin, dans une imagerie médicale, avec son kiné. Et tout ça fait qu'il y a un décalage de prise en charge qui peut être énorme. Et pour une pathologie qui pourrait être considérée comme bénigne au départ, on peut parler de la petite entorse de cheville. On a 6000 entorses de cheville par jour en France. Donc, c'est énorme. Mais le délai de consultation chez un kiné en ville, il est supérieur à 2 à 3 semaines. Donc, on a vraiment cette errance thérapeutique et ce délai qui provoque une vraie perte de chance pour le patient qui vient de se blesser. Là où, encore une fois, l'avantage du milieu professionnel et du haut niveau, c'est qu'on a une prise en charge immédiate. Et donc, on peut être beaucoup plus réactif dans l'approche. Alors, j'imagine que dans ton cabinet, tu as vu énormément de sportifs défiler, que ce soit des adeptes de sport d'endurance, comme évidemment la course à pied, le cyclisme, ou des sports même de force qui sont beaucoup présents chez les kinés, musculation, crossfit, Irox aussi. Les kinés remercie beaucoup les crossfitters. C'est votre fonds de commerce, les crossfitters. Le coureur à pied et le crossfitter, c'est pas mal. D'après toi, c'est quoi l'erreur la plus courante qu'ils font? Celle qui les amène souvent à consulter un kiné. Est-ce que tu identifies comme ça des patterns communs chez tout ce public-là? Il y a un pattern majoritaire, c'est le dosage. Je veux dire, aujourd'hui, le patient sportif qui se blesse dans sa pratique sportive et qui vient consulter, c'est parce que le dosage n'a pas forcément été bon et qu'il y a une non-progressivité de la contrainte, une non-progressivité de l'activité physique qui va entraîner, qui va déclencher des pathologies de surcharge et qui vont faire qu'ils vont venir jusqu'à nous. Alors après, il y a la pathologie traumatique. Celle-ci, elle arrive sur le terrain, elle arrive sur un contact, il y a plein de pathomécanismes différents qui existent. Mais toute la pathologie de surcharge, c'est principalement lié à un mauvais dosage finalement de la quantité d'entraînement qui font que ils sont très souvent les bienvenus chez les kinés. On parlait tout à l'heure justement de développement de ce métier de kiné. Il y a un peu la mode en ce moment du super kiné. Et c'est vrai que moi, je vois de plus en plus de coureurs qui vont chez leur kiné et puis qui ressortent avec un plan d'entraînement. Voilà, qu'est-ce que toi, tu penses de cette tendance aujourd'hui où le kiné va vraiment peut-être élargir ses compétences? Et est-ce qu'un kiné est automatiquement qualifié pour élaborer un plan d'entraînement course à pied, par exemple, parce que vous êtes formé aussi au coaching? Non, alors nos études de kiné, elles sont denses, elles sont larges. On aborde la traumatologie du sport comme on aborde la neurologie, la pneumologie. C'est évidemment très large. Et le kiné qui veut se spécialiser, par contre, après, et ça, c'est vrai, c'est la richesse de ce métier, a la possibilité quand même de s'ouvrir vers beaucoup de diplômes secondaires qui vont permettre de faire évoluer ses compétences. Alors, c'est pas forcément le cas pour tous les kinés. Tous les kinés ne donnent pas des plans d'entraînement, mais le kiné qui est passionné par la course à pied et qui souhaite progresser dans cette prise en charge-là va évidemment pouvoir développer ses compétences autour de ça. Donc, c'est pas forcément une histoire de métier, c'est plus une histoire de passion, d'envie et d'hommes et de femmes. C'est
celui qui a envie de le faire a la possibilité de trouver les ressources pour le faire. Vraiment, faut pas être pour ou contre. C'est encore une fois celui qui se forme et qui a la capacité de le faire. Grand bien lui fasse. Si c'est ça son plaisir, il faut qu'il le fasse. Moi aujourd'hui, tu me demandes est-ce que tu te sens capable de préparer un marathonien à un marathon ? Je te réponds non. Moi aujourd'hui, j'en suis pas capable. J'ai beau avoir fait un diplôme de kiné du sport, un master en préparation physique. Moi, le plan d'entraînement du marathonien, c'est pas du tout je sais pas le faire. Donc, je connais des gens qui sont très très forts et qui peuvent le faire. Donc, je ne proposerai pas un plan d'entraînement pour un marathonien. Donc après, encore une fois, c'est une histoire de compétences, de savoir, d'expertise. Et puis, celui qui veut aller chercher le savoir, et heureusement, il peut le trouver. C'est au même titre qu'un entraîneur de running qui va donner des conseils sur la pathologie d'une blessure, comment gérer. Ça, c'est terrible, ça. Voilà. Mais c'est dans les deux sens, ça marche. Oui et non, parce que. Sauf si t'es formé ou t'es pas formé, quoi. C'est ça. Est-ce que l'entraîneur va avoir la possibilité de se former facilement à un métier de santé? C'est plus difficile. Est-ce qu'un kiné va avoir la possibilité de se former à un métier du sport et un métier d'entraîneur? C'est plus facile. Moi, j'ai commencé par kiné et mon diplôme de kiné a permis de me faire entrer en master 1 STAPS sans avoir besoin de faire la licence puisqu'il y a une validation d'acquis, et ça m'a permis aussi d'explorer la partie entraînement. L'inverse est un petit peu plus difficile. D'un diplôme d'entraîneur, on a plus de difficultés à passer la passerelle. Exactement. Mais ce qui n'empêche qu'un entraîneur avisé qui est intéressé par la chose, et heureusement il y en a, j'en côtoie beaucoup et c'est un plaisir. En ce moment, c'est l'entraîneur de Thomas Gaulois au triple saut avec qui j'échange quasiment quotidiennement sur la prise en charge de Thomas. Il a besoin de ce retour médical, moi j'ai besoin de son retour d'entraîneur, et ça fonctionne très très bien. Donc il faut aussi créer ces passerelles-là, mais ces passerelles humaines, et pas forcément faire une opposition de métiers de compétences. Alors, on va s'intéresser évidemment un peu plus à la course à pied parce que c'est le thème de ce podcast. Le running, c'est souvent perçu comme un sport traumatisant. Tu l'as dit, ça fait un peu... ils remplissent un peu aussi avec les crossfitters, les cabinets de kiné. En même temps, c'est un peu comme les Renault en panne. On a toujours l'impression que toutes les Renault tombent en panne, mais vu qu'il y a beaucoup de Renault en France... Exactement. Exactement. Voilà, cette impression, elle est aussi biaisée par rapport à ça. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui travaillent chez Renault qui vont m'en vouloir. J'aurais pu dire Peugeot, voilà. Remarque, avec le PureTech, j'aurais pu le dire aussi. Faut citer plusieurs marques. Voilà. Mais bon, voilà. Ou Alfa Romeo, comme ça, j'aurais 3 marques, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Donc, il y a aussi ce biais-là, on va dire. Mais force est de constater que le running est un sport d'impact répété et qu'il a cette réputation d'être traumatisant pour le muscle, pour le corps. On entend même souvent des gens qui disent « Moi, je ne peux pas courir parce que je vais me blesser. » Voilà. Est-ce que, objectivement, cette réputation de sport, tu vois, qui est blessurogène, je ne sais pas si ça se dit, allez, je le tente. Traumatogène, voilà. Est-ce qu'elle est justifiée selon toi ? Eh bien oui et non. Comme ça, je ne rentre pas trop dans la controverse. Oui, parce qu'effectivement, quand on regarde les chiffres et quand on regarde la littérature, c'est assez impressionnant. C'est entre 20 et 80% de runners qui va se blesser dans l'année. En gros, si on regarde, c'est un runner sur 2 qui va avoir une blessure dans une année. Donc c'est énorme, et la quantité de coureurs à pied est juste pharaonique. C'est le sport le plus pratiqué en France. Donc forcément, la quantité de personnes qui vont venir consulter, elle est énorme. Mais après, si on regarde le sport en lui-même, est-ce que c'est le sport en lui-même qui provoque la pathologie ? Encore une fois, le problème souvent, c'est dans le dosage. C'est qu'il y a tellement de runners aussi qui partent à l'assaut du running, à l'assaut de la course à pied, sans forcément être préparés, que ça va venir déclencher une pathologie de surcharge qui aurait pu être évitée avec juste une progressivité un petit peu plus maîtrisée. Donc oui, la course à pied nous amène des gens en cabinet, mais le sport en lui-même est plutôt un bon sport. Et au contraire, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer de façon très forte dans la littérature. On se rend bien compte que la course à pied est recommandée, justement, dans le cadre de pathologie de cartilage, dans le cadre de pathologie discale, que la course à pied a des effets extrêmement bénéfiques sur la santé. C'est la santé globale, cardio-respiratoire, cardiovasculaire, métabolique, mais aussi sur ces fameuses choses qu'on entendait avant, où on disait la course à pied, attention, l'arthrose, le cartilage, c'est mauvais. Ben non, aujourd'hui, on sait, et ça... Tu vas avoir tes genoux à 50 ans, ça, j'ai beaucoup entendu. Et ben aujourd'hui, on sait qu'au contraire, la course à pied apparaît comme un très très bon médicament, justement, dans le cadre de pathologies cartilagineuses et de prévention de l'atteinte cartilagineuse. C'est juste qu'en fait, on s'est tellement sédentarisé que ça donne l'impression que quand on va courir, il y a des blessures parce qu'on a déshabitué notre corps. Absolument, mais l'image
c'est une image qui est très connue, mais moi que j'aime bien utiliser, c'est l'image de l'avion. Tu vois, un avion, les compagnies aériennes détestent que les avions restent au sol, parce que quand ils restent au sol, ils s'abîment énormément vite. Ouais. Un avion, ça doit voler. Un bateau, c'est exactement la même chose. Un bateau qui reste au port, ça va se détériorer très très vite. Il doit être en mouvement. Et le corps humain, c'est la même chose. Complètement. Il doit être en mouvement, mais c'est sûr que si on est resté longtemps assis et qu'on le remet, il y a une phase où ça va grincer un peu, il va falloir rehuiler un peu tout ça. Mais c'est ce pourquoi il est fait. Donc on est fait pour courir. On est fait pour courir, on est fait pour courir longtemps. On n'est pas forcément le mammifère fait pour courir le plus vite possible, mais en tout cas, on sait qu'on a la capacité de courir et de courir longtemps. Tu parles de déconditionnement, c'est tout à fait ça. On accepte qu'un sportif de haut niveau qui s'arrête pendant 3 semaines, 4 semaines pendant une intersaison repasse par une phase de pré-saison qui peut durer en rugby 1 mois et demi, 2 mois. Par contre, le coureur à pied qui est sédentaire, qui reprend la course à pied, lui, il veut tout de suite se mettre comme objectif, je vais faire un 10 bornes. Bah ouais, mais le problème, c'est que... Ou un marathon. Donc, mais le problème, c'est qu'on ne passe pas de 0 à 10, c'est qu'une des spécificités du corps humain, c'est qu'il s'adapte très bien, mais qu'il a besoin d'être guidé et que ce soit progressif pour qu'il puisse s'adapter en temps et en heure et de pas... Voilà, il n'aime pas le changement brutal. Donc, il faut l'accompagner pour éviter ce choc brutal. Alors, évidemment, il y a des pathologies qui sont très communes chez les coureurs à pied. Je vais en citer quelques-unes. Nos auditeurs, ils vont se dire « Ah, celle-là, je la connais ». Il y a des têtes qui sont même en plein dans ça. Plein dedans. Et donc, on va faire un petit jeu. C'est que je vais te donner quelques pathologies. Ouais. Tu vas nous dire, nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est, comment généralement on les chope aussi, parce qu'il y a peut-être des usages, des manières de courir ou voilà, des choix qu'on fait qui peuvent conduire à ces blessures-là. Est-ce qu'on peut continuer à courir et les bons réflexes à avoir? Je vais te guider, t'inquiète pas, ce sera un petit peu plus simple. Donc moi, j'ai listé voilà, les tops des blessures les plus courantes. Je pense que tu les connais bien. J'espère. On va commencer par une classique. Alors, tu vas voir si tu la reconnais. On va peut-être aller très courante, notamment chez les débutants et chez les adolescents. On dit souvent ceux qui courent en ville sont plus exposés à peut-être aussi sur les tibias, notamment, causer des petites boules. Je parle de la périostite, évidemment. Tu peux nous expliquer un peu ce qu'est la périostite, pourquoi elle survient? Alors, le périoste, c'est le tissu qui entoure l'os. C'est la membrane qui vient entourer l'os. Chez donc, beaucoup de runners, beaucoup de coureurs, effectivement, ça arrive... alors, c'est bien, c'est assez juste la périostite, c'est que ça arrive chez à peu près tout le monde, que ce soit le débutant ou le très haut niveau. On va avoir une réaction stressante sur le périoste. Donc, quand on parle de périostite, c'est quelque chose qui a plutôt une dominante inflammatoire, mais il existe aussi la périostose, qui est plutôt une dégénérescence de la membrane. Et c'est l'atteinte de cette membrane qui va générer des douleurs. Alors souvent un tout petit peu au-dessus de la malléole interne. Hein, c'est un stress médial au-dessus et en arrière de la malléole interne et qui va générer une douleur diffuse, pas forcément localisée sur un point précis, comme une fracture de stress, une fracture de fatigue, où là on a vraiment un point exquis. Là c'est une douleur qui est plutôt diffuse, qui va apparaître au moment de l'activité. Et le problème, c'est qu'il faut la diagnostiquer de façon précoce, puisque les conséquences, si on continue l'entraînement et les contraintes à même intensité avec une périostite ou une périostose qui arrive, c'est évidemment que ça dégénère un peu plus loin et ça peut d'ailleurs dégénérer en fracture de fatigue. Il y a une vraie corrélation, il y a une vraie évolution possible. Donc, la première chose à faire quand ça arrive, c'est d'abord arriver à identifier et arriver à être à l'écoute de ces sensations, à l'écoute de ces douleurs. Et souvent, c'est pas forcément évident d'être à l'écoute de ces douleurs parce qu'on reprend une activité sportive quand on est débutant, on sait qu'on va avoir des douleurs qui vont apparaître un petit peu tout le temps. Donc, comment on fait pour identifier la douleur normale, la douleur acceptable, de la douleur pathologique? Et ça, c'est difficile. Et c'est là où il faut arriver à être bien entouré, justement, par le bon médecin du sport, par le kinésithérapeute, avoir des bons conseils pour justement avoir le bon réflexe de décharger assez rapidement pour éviter justement une aggravation de la zone d'atteinte. Donc on décharge, mais est-ce qu'on peut continuer à courir avec une périostite ? En première intention, j'ai envie de te dire non, tant qu'on a... Déjà, il faut le diagnostic de départ. Une fois qu'on a le diagnostic, on décharge et on va plutôt utiliser des activités de transition, des activités qui vont être moins traumatogènes, en tout cas qui vont limiter le stress, la contrainte qui est appliquée sur la zone. Et ensuite... avec le rééducateur, une reprise en charge progressive sera planifiée justement pour avancer étape par étape et pour pas redéclencher cette atteinte. Ça reste quand même quelque chose de bénin. Voilà, c'est pas quelque chose de très très grave. Faut pas s'inquiéter si on a une périostite. Est-ce qu'on met du chaud, on met du froid? Parce qu'il y a aussi cette question-là où on fait rien du tout. Alors déjà, c'est pas quelque chose de très grave. Ça peut être quelque chose de grave. Il faut pas. Ouais, moi, j'ai entendu
alors des kinés entraîneurs, je sais plus, mais me dire périostite, c'est même pas une blessure, quoi. Enfin, moi, il y en a qui la considèrent même pas comme une blessure. Elle est très banalisée, c'est vrai que c'est un peu souvent le problème de ces douleurs et c'est un peu aussi un discours qui est culpabilisant chez le sportif qui a un entraîneur qui va justement un peu décrédibiliser la parole du sportif. Le côté, moi, à mon époque, je m'arrêtais pas pour ça. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que si on laisse perdurer une situation stressante, une situation douloureuse, ça peut déraper et ça peut dériver vers une fracture de fatigue et là l'indisponibilité sera évidemment bien plus longue. Donc il ne faut pas banaliser la périostite, c'est une vraie blessure, c'est une blessure extrêmement fréquente chez le coureur, hein. C'est là dans le top 3, je pense, ça doit être la troisième chez le coureur à pied, donc il ne faut pas la banaliser. Froid, chaud, alors évidemment on rentre encore dans une belle controverse. Le froid a un effet antalgique et a un effet anti-inflammatoire. Donc en ce moment il y a beaucoup de débats sur l'utilisation du froid, puisqu'on a envie de dire, laissons l'inflammation naturelle du corps se mettre en place, puisque finalement, elle a un rôle, oui. Elle a un rôle, et ça rentre dans le rôle des premiers mécanismes de la cicatrisation ou d'une consolidation. Donc le froid, en ce moment, est un petit peu en perte de vitesse. Maintenant, il ne faut pas mélanger tous les types de froid non plus. Il y a le froid qui va générer du choc thermique, comme de la cryothérapie corentine, de la cryothérapie gazeuse, et puis il y a le froid qui va gérer une surinflammation de la zone. Donc le froid reste un outil antalgique qui peut trouver sa place quand il y a des douleurs qui sont vraiment très invalidantes et très présentes. Et si la douleur est gérable, ma foi, laissons la réaction naturelle du corps se mettre en place. Alors, une deuxième blessure assez populaire, c'est le TFL, syndrome de l'essuie-glace. Très connu aussi celui-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ah, là, je crois que on arrive on était top 3, maintenant c'est la top 2. Syndrome de l'essuie-glace. Alors voilà, pareil, la terminologie, ça a évolué beaucoup parce que, alors c'est vrai que comme TFL, hein, c'est une erreur de langage. Je crois. C'est surtout essuie-glace qui est une erreur de langage parce qu'on a ce côté un petit peu, j'ai mon tendon, donc la bandelette iliotibiale qui vient en frottement permanent comme un essuie-glace sur mon condyle fémoral externe. Et en fait, on se rend compte que la douleur, donc c'est une douleur externe au niveau du genou, hein, qui est assez invalidante dans la descente des escaliers, quand on court en déclive, quand on fait des mouvements répétés à même amplitude en course à pied et également en vélo. Donc c'est une douleur qui peut être très invalidante et qui peut vraiment amener à l'arrêt de l'activité, hein, quand elle est vraiment installée. Et en fait, c'est pas juste le frottement du tendon sur le condyle, c'est plutôt une petite bourse graisseuse qui est justement entre le tendon et le condyle qui vient en compression. Donc pendant très longtemps, on s'est dit, on traite ça comme une tendinite, une tendinopathie. Donc il va falloir étirer, il va falloir faire du MTP. Et finalement, on avait une action plus compressive dans nos traitements, alors qu'au final, on se rend compte que la pathologie en elle-même est une pathologie de compression. Donc aujourd'hui, on sait que sur notre TFL, on ne va pas rajouter une compression. Au contraire, il va falloir soulager et libérer la zone. Et ce qui est intéressant, on n'en a pas parlé sur la périostite, mais on va en parler sur la bandelette iliotibiale, c'est qu'on se rend compte aussi qu'il y a des déficits musculaires connus aujourd'hui qui sont facteurs favorisants de cette pathologie. Et par exemple, on a identifié le fait qu'avoir un déficit musculaire au niveau des stabilisateurs transversales du bassin, donc les muscles fessiers, les moyens fessiers, était à risque d'aggravation et d'apparition de ces douleurs externes du genou. Donc on va aussi avoir une action, on va dire, périphérique, au niveau de la hanche, au niveau du pied, pour pouvoir justement renforcer et rééquilibrer les contraintes pour soulager la compression qui se passe au niveau du TFL, au niveau du genou. On arrête de courir. TFL, en plus, si on arrête suffisamment assez tôt, je crois que c'est quand même quelque chose qui se guérit assez vite. Si on est en bonne santé, pour l'avoir déjà eu, pendant une quinzaine de jours, stopper l'entraînement, ça s'était rétabli, quoi. Quand on l'apprend assez tôt, je pense. Ouais, et c'est toujours pareil dans toutes les pathologies. De toute façon, on essaye de prendre les choses rapidement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ces fameux délais un peu d'errance thérapeutique. C'est que si on commence à consulter qu'à 3 semaines du début de ces symptômes et que pendant ces 3 semaines, on a continué l'activité et finalement, on aggrave un petit peu une situation lésionnelle existante, forcément, ça ne va pas prendre la bonne direction. Donc, si on arrive à faire un arrêt suffisamment précoce, à comprendre son symptôme, à mettre en décharge sur la phase aiguë, la phase douloureuse, de toute façon, une phase douloureuse empêche et entrave l'activité normale. Et il faut juste être assez pragmatique. Si je fais une activité, cette activité me génère des douleurs, c'est que l'activité, à l'instant T, n'est plus adaptée à mes capacités. Donc, il ne faut pas aller au-delà de ces capacités. On décharge, on fait en sorte de gérer ces premiers phénomènes algiques, ces premiers phénomènes douloureux. Et ensuite, on va pouvoir travailler donc, nos facteurs de risque, la hanche, le pied, un éventuel déséquilibre musculaire, une asymétrie, travailler localement pour aider la zone en décompression, et ensuite réintégrer l'entraînement par paliers successifs sans venir redéclencher les douleurs. Mais effectivement, intervenir tôt est essentiel dans toute prise en charge thérapeutique.
On passe au troisième. Peut-être que lui aussi, tu le connais bien. Top 1, je pense. On va parler du genou. Encore. Ah, il est pas mal. Il est vrai. C'est le syndrome rotulien. Je sais pas si c'est ça. Syndrome rotulien, syndrome fémoro-patellaire. Voilà. Pareil, plusieurs dénominations. Jim Wemsley à l'UTMB, il avait ce problème-là. Un problème qui est souvent... Les femmes, je crois, sont plus exposées au problème de genoux. Je suis pas sûr, mais il me semble. Les femmes ont effectivement, on voit une prévalence supérieure dans le public féminin. Alors, ça fait peur. Syndrome fémoro-patellaire. Déjà, quand on nous balance ça, qu'on arrive chez le médecin, on va voir qu'est-ce que j'ai. J'ai un syndrome fémoro-patellaire. C'est une douleur antérieure du genou. Voilà, c'est une douleur du genou antérieur. Donc, on décrit aussi souvent le syndrome du théâtre ou de la chaise de cinéma, le fait d'être assis en position. Au cinéma, t'as mal. Exactement, la position assise prolongée, genou fléchi, qui vont déclencher des douleurs antérieures du genou. Donc ça, pareil, pendant très longtemps, on arrête tout, stop, on coupe, on arrête l'activité physique, c'est la course à pied, c'est traumatogène, donc il ne faut pas courir. Aujourd'hui, heureusement, on en revient. On sait aussi, on a déterminé, on connaît un petit peu mieux les facteurs de risque d'apparition de ces douleurs antérieures du genou. Et l'inactivité ne va pas du tout aller dans le sens de la récupération et de la rééducation. Donc, on ne va pas faire de l'inactivité, mais on va juste faire une activité adaptée pour qu'on puisse continuer une pratique sportive, mais sans déclencher ces douleurs antérieures du genou, et en venant travailler localement et en périphérie pour renforcer les zones qui sont un peu faibles et qui sont facteurs favorisants de l'apparition de ces blessures. Mmh. Là, on va pas arrêter, on va pas stopper net de l'activité physique, on peut conserver un petit peu peut-être du footing, de la marche, une pratique justement pour laisser le muscle en action, laisser le muscle en l'occurrence, c'est articulaire, mais voilà, de continuer pour... Voilà, c'est pas forcément productif. Donc ça, c'est intéressant parce que ça évolue pas mal sur ça. Parce que le problème du syndrome rotulien, c'est que ça touche le cartilage et on sait que le cartilage ne se régénère pas. Il n'a pas cette capacité-là. Donc, une fois qu'il est atteint, il y a quelques pays qui opèrent, mais même dans les opérations, c'est compliqué. Et donc, ça peut être des causes irréversibles. Donc, ça peut faire peur quand on joue avec ça. Ça touche pas forcément le cartilage, le syndrome fémoro-patellaire. C'est une atteinte, une douleur antérieure du genou. Et souvent, ça peut être juste finalement un impact, un œdème osseux lié à de la friction, lié à de l'impact répété, qui va entraîner cette douleur antérieure du genou. Mais le cartilage ne sera pas forcément abîmé ou malsain. Donc, ça aussi, la difficulté, c'est qu'on va avoir cette douleur antérieure du genou, on va envoyer le patient à l'imagerie, l'imagerie reviendra en disant « oui, vous avez de l'arthrose », mais forcément, même quelqu'un qui est sain, qui est non symptomatique, on lui fait passer un examen, on verra qu'il y a de l'arthrose quelque part. Mais ce n'est pas forcément l'arthrose en elle-même qui va être le responsable de la douleur antérieure du genou. Donc il faut rassurer le patient, le maintenir dans une activité physique, et ça c'est vrai pour toutes les blessures, et ça on le fait beaucoup chez le sportif de haut niveau. Même un sportif blessé continue à pratiquer une activité physique qui ne va pas être traumatisante pour la zone lésée. Mais par contre, on continue une activité autour. Et le rééducateur est là pour remettre en contrainte progressivement la partie douloureuse et la partie traumatogène. J'aimerais qu'on parle de la fracture de fatigue maintenant, parce que des fois j'ai l'impression que quand on ne sait pas ce que c'est la fracture de fatigue. Tu vois, c'est un peu la carte joker. Tu vois, allez, il va nous foutre la paix celui-là, on va lui dire fracture de fatigue. Des fois j'ai un peu cette impression-là. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Alors, c'est aussi donc une pathologie de surcharge, une pathologie de contrainte excessive. Alors, on a des zones un peu préférentielles sur les fractures de stress. On a le tibia, évidemment. On en a parlé tout à l'heure avec la périostite qui peut évoluer vers une fracture de fatigue. Mais on n'a pas que ça. On a aussi le calcanéum, on a aussi le talus, on a aussi la fracture de fatigue qui peut se faire sur les métatarses, sur le sacrum. Dernièrement, mon directeur général du projet sur lequel je travaille qui a eu une fracture de fatigue au niveau du sacrum. Et souvent, c'est pareil, une contrainte excessive dans son entraînement qui vient majorer une zone un petit peu faible, une zone d'impact, et qui va entraîner une micro-fissure, une micro-fracture sur la zone concernée. Donc très souvent, ça se passe au niveau du tibia, mais pas que, ça peut aussi venir ailleurs. Et le diagnostic n'est pas simple, parce que, encore une fois, arriver à identifier que c'est une douleur persistante et que c'est bien ça, et arriver à le diagnostiquer, on peut traîner assez longtemps avec une douleur non diagnostiquée, ce qui peut avoir des conséquences assez graves, puisque si on continue la contrainte sur la zone qui est déjà lésée, on risque une aggravation. Donc là, le temps d'indisponibilité peut être assez long. Bon, on pourra en faire d'autres. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On fera une partie 2 peut-être. On ne peut pas tous les citer. Mais... Tout ce qui est de la famille des tendinopathies. Tendinopathie, fasciite plantaire. Exactement. On fera une partie 2 peut-être une autre fois. Alors, tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément évident pour un coureur d'identifier
quand cette douleur ou la gêne qu'on ressent est normale et quand elle ne l'est pas. Parce que c'est vrai, surtout quand on reprend le sport après un arrêt, ou voilà, c'est normal quand on fait une séance un peu plus intensive. C'est pas si évident que ça. Moi, un conseil qu'on m'a donné, c'était quand tu boites à froid, c'est un bon signe qu'il faut aller voir un kiné. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as d'autres petites astuces à nous donner ou à nous partager justement sur là, il faut qu'on fasse gaffe? Déjà, on va dire que si on veut être très strict dans sa reprise, c'est qu'à partir du moment où je reprends une activité physique, je vais consulter. Ça serait l'idéal. Dans un monde parfait, je reprends une activité physique, je sais que je vais avoir besoin d'être guidé et mon médecin du sport ou mon kiné du sport spécialisé dans l'activité dans laquelle que je vais pratiquer va pouvoir m'accompagner dans cette reprise. Ensuite, au moment de la reprise de l'activité en elle-même, on a des douleurs effectivement qui arrivent et quand on s'aperçoit qu'on a des douleurs qui sont persistantes et qui deviennent à ce moment-là anormales et qui restent localisées à un endroit local précis, à ce moment-là, ça peut être un élément, une alerte, un élément déclencheur pour se dire tiens, là, je suis peut-être dans une douleur anormale. Donc, il faut être à l'écoute de soi et il faut faire, c'est toujours pareil, très attention à comment est-ce que je reprends mon activité physique. Et on est tous pareils. Je peux vous parler d'une personnalité que j'ai vue il n'y a pas longtemps, qui a fait un match de foot, un ancien très très grand sportif de haut niveau au tennis, qui se retrouve à faire un match de foot, qui fait une accélération, une course, et puis qui a son ischio qui lâche complètement avec une lésion très grave qui a été chirurgicale. Et pourtant, c'était un ancien sportif de haut niveau, mais 30 ans plus tard, c'est plus un sportif de haut niveau. Et il est comme tout le monde, il a vieilli, il a eu un déconditionnement musculaire, et il se retrouve à faire une activité qui n'était pas la sienne initialement, et il a été trop fort, trop vite, et la structure myotendineuse n'a pas tenu parce qu'elle n'était pas préparée à l'effort qui était demandé. Donc, je reprends une activité physique, je fais en sorte de me préparer, de préparer mes structures pour pouvoir supporter la contrainte qui va venir par l'activité. Ça, c'est vraiment essentiel. En termes de prévention des blessures, si on veut éviter d'être confronté à tous ces jolis mots là, qu'on a dit à l'instant, on parle beaucoup d'équipement. On parle beaucoup de renforcement musculaire. On parle beaucoup de nutrition. J'ai pas mal analysé la question et ce que je comprends, moi, en tout cas la compréhension que j'ai de la littérature scientifique actuelle, c'est que finalement, tout ça n'a pas vraiment d'impact. On ne sait pas trop. Ce qui semble être le plus décisif en tout cas ce qu'on semble être sûr de ce qui cause une blessure, c'est le manque de surcharge progressif. C'est-à-dire qu'on va enchaîner trop de kilomètres, trop d'intensité, trop vite, trop rapidement. Ça, finalement, on est assez d'accord sur ça. Ouais, tout à fait. Mais au-delà de ça, est-ce que faire du renforcement musculaire qui est en ce moment très à la mode dans le milieu de la course à pied, le milieu de la musculation, le running est à la mode et le milieu du running, la muscu est à la mode, mais c'est bien que ces deux mondes fusionnent. Bien sûr. Parce que de toute façon, on cherche de plus en plus à être complet. Les gens cherchent moins à être le plus endurant possible. Les mecs de la muscu ou les femmes de la muscu cherchent à être à moins la plus balèze possible. Ouais, on a des profils très hybrides. On va être plutôt complet, on va être des vrais athlètes en fait. Plus dans l'entité romaine, c'est le côté très le décathlonien entre guillemets. On arrive un peu on revient un peu à ça et c'est une bonne chose d'ailleurs. Enfin, tu me diras. Kevin Mayer nous a donné envie. Non, mais c'est finalement on en vient à l'essence antique du sport et je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que ça n'a pas trop de sens d'être le plus endurant ou le plus balèze possible. Donc c'est quand même plutôt bien. Mais tout ça semble pas forcément efficace. Ça, c'est les études, mais il y a aussi toi ce que tu vas analyser sur le terrain de manière empirique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que finalement, la seule chose qui compte, c'est d'être patient ou quand même la muscu, c'est ton avis par rapport à ça? Déjà, je te rejoins complètement. Pour moi, la première personne qui va avoir un effet sur la prévention des blessures, quand on regarde dans le sport professionnel, c'est l'entraîneur en 1. En course à pied, c'est l'entraîneur. Donc, quelle que soit l'activité physique, c'est celui qui prescrit l'entraînement qui finalement va être le premier responsable de la prévention des blessures. Celui qui va proposer quelque chose qui sera trop intense et pas en adéquation avec les capacités de son sportif, va être responsable d'une blessure. Et dans le milieu de la prévention des blessures, évidemment, nous tous, praticiens, préparateurs physiques, kinés, médecins, on cherche tous la méthodologie qui nous permettrait de prévenir les blessures. Aujourd'hui, effectivement, on en revient à ce que tu disais, c'est que la littérature, elle est assez claire. Pour le moment, on n'a pas trouvé encore le système magique dans la littérature scientifique qui nous dit, voilà, en faisant tel type d'analyse, tel type de travail, on garantit le fait de ne pas avoir de blessure. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un faisceau d'informations, une connaissance de son sportif, une connaissance de ses capacités qui vont nous permettre de dire ce point-là
a une faiblesse. Cette faiblesse est pourtant nécessaire dans l'activité que mon athlète va pratiquer, et donc il va falloir la travailler. Et la musculation, à ce moment-là, va être une possibilité pour remettre en action et remettre en intensité et en pratique la faiblesse identifiée. Donc la musculation va avoir un impact. Et sur la course à pied, la littérature, pour le coup, donne quand même des trucs assez intéressants. C'est que la musculation a un impact sur la performance et l'économie de course, donc va avoir quand même un intérêt au-delà du côté performance, de fait, un intérêt secondaire aussi dans la prévention des blessures. Donc, c'est intéressant. C'est presque limitant, même de limiter la musculation à renforcement, enfin, à la prévention des blessures. Complètement. Parce qu'en fait, c'est des atouts beaucoup plus importants. Quand on regarde au foot, et dans le foot français, pendant très longtemps, il y a eu un petit peu aussi cette même réflexion autour de la musculation. C'est que la musculation n'était pas du tout une pratique qui était très ancrée dans la culture du joueur de foot. C'est assez étonnant, et pendant très longtemps, on avait des joueurs de foot qui ne pratiquaient quasiment pas de musculation à proprement parler. C'était beaucoup de circuits training, circuits de renforcement, 1 fois, 2 fois par semaine, un truc un peu global. Et la pratique vraiment réfléchie, charge lourde, cycle et finalement augmentation de la force musculaire et développement des capacités de force n'était pas forcément proposée. Par contre, à l'inverse, dans le rugby, c'est quelque chose qui est très très ancré. Parce qu'il y a des chocs, ouais. Parce qu'il y a des chocs, mais pas que, parce qu'on a compris aussi que pour pouvoir utiliser dans son activité physique de la très haute intensité, il faut préparer le muscle à cette haute intensité. Donc finalement, on en revient aussi, et le coureur à pied aujourd'hui l'intègre de plus en plus parce qu'il comprend qu'il a besoin de la musculation aussi pour développer la qualité de ses tendons, la qualité de ses muscles et préparer à subir les chocs et les intensités. Même le sommeil, alors le sommeil c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui si vous dormez 7-8 heures que ça enlève les blessures. Ce qu'on sait, c'est que si vous dormez moins de 6h30, moins de 6 heures, les études sont pas unanimes, là vous allez quand même augmenter votre chance de blessure. Ce qui semble aussi être noté, c'est que votre capacité à guérir, à cicatriser, si vous avez une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, vous allez guérir plus vite. Et ça, c'est très important aussi, parce que tu dois le voir. Il y a des athlètes qui vont guérir très, très... Des fois, on voit des athlètes de haut niveau, mais comment il a fait pour en 3 semaines guérir aussi vite? C'est des mecs qui ont aussi, quand vous avez une hygiène de vie irréprochable, c'est aussi un atout. C'est quand vous allez être blessé, vous allez revenir beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça, c'est pas à négliger. Quand on parle de récupération, que ce soit de la récupération après un effort ou de la récupération en lien avec une blessure et une rééducation, les piliers importants, ça sera ce qu'on fait en quantité de contraintes, quantité d'entraînement qu'on va proposer ou ce qu'on vient mettre dans notre éducation, la partie nutrition, alimentation, hydratation et la partie sommeil. Et c'est vrai que pour le coup, la partie sommeil est une partie qui est assez maîtrisable et qu'on peut suivre peut-être plus facilement que d'autres indicateurs. Donc le sommeil, c'est évidemment essentiel. Et pourquoi est-ce que le sportif de haut niveau peut aller aussi rapidement dans l'évolution bonne de sa prise en charge? C'est parce qu'encore une fois, il a de la disponibilité immédiate aussi dans sa prise en charge. Il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas de délai avant de pouvoir commencer le suivi. Erwan, on va refaire un deuxième petit jeu, parce que nos auditeurs, ils aiment bien les petits jeux, ils sont comme ça, voilà, c'est sympa, ça permet aussi d'augmenter de manière pédagogique ses connaissances. Ça va être le top ou flop. Je vais te donner, ça peut être des solutions, des thérapies, des petites choses, des gadgets. Tu vas me dire si c'est top ou si c'est flop, et tu peux un petit peu argumenter, l'idée c'est pas qu'on disserte dessus, mais tu expliques un petit peu ton choix. T'es prêt pour jouer? Vas-y, on y va. Allez, c'est parti. Et puis sans langue de bois. Non, on va essayer. Voilà. Top ou flop, la cryothérapie? C'est difficile ce que tu me dis parce que c'est toujours pareil, c'est que ça dépend quel type de cryothérapie et comment. Donc la cryothérapie systématique, flop. Voilà. La cryothérapie corps entier. La cryothérapie corps entier à certains moments, dans un certain dosage, pourquoi pas. Encore une fois, on l'a... En période de charge, par exemple. Justement, ça dépend. Est-ce qu'on vient répéter un effort à proximité? À ce moment-là, notre organisme a besoin d'être dans les meilleures conditions et se sentir le mieux possible pour reproduire un effort intense. Donc, pourquoi pas l'utiliser à ce moment-là pour l'effet antalgique que ça peut avoir. Par contre, si l'objectif, au contraire, c'est de laisser une inflammation locale se faire parce qu'on a travaillé musculairement et qu'on veut une cicatrisation optimale, à ce moment-là, ça devient flop. Pas très intéressant après un marathon de faire une séance de cryo, parce que si on s'est suivi d'une période de repos, vaut mieux laisser le corps, parce que c'est un effet un peu anesthésiant sur les principes de récupération. Donc, et puis ça, on vient inhiber en fait la récup, quoi. Ça a cet effet anti-inflammatoire qui va être un petit peu délétère finalement. Par contre, le marathonien qui a des douleurs très très importantes, très invalidantes et des problématiques de sommeil, la cryothérapie corps entier pourra lui apporter un petit plus sur ça. Allez, on va à quelque chose qui est très populaire dans le milieu de la kinésithérapie. Je ne sais pas si tu sais de quoi je parle. Le traitement par ultrasons.
Top ou flop? Un gros flop. Non, c'est pas très populaire. En tout cas, ça l'est de moins en moins. Pour tout te dire, moi, dans mon cabinet, il n'y en a pas. Donc ça fait partie de ces thérapeutiques. Je pense qu'ils ont fait un petit peu de mal à la kinésithérapie. Alors, c'est pas la thérapeutique en elle-même, c'était de laisser croire que une machine seule suffisait à une prise en charge. Donc, ça reste un adjuvant, ça reste quelque chose, pourquoi pas, qu'on peut utiliser si on l'a et si on trouve des bénéfices. Mais aujourd'hui, la littérature est assez claire dessus. Les effets sont quand même très limités. Ouais, de Donc, toute façon, plutôt flop. même des fois, l'électrostimulation, il y a quelques kinés, des fois, qui abusent un petit peu sur... Il faut toujours... sur Il faut avoir un équilibre. On ne peut pas utiliser une machine, encore une fois, en traitement de base. La machine, ça reste un adjuvant et ça doit s'intégrer dans une stratégie. Donc, le plus important, c'est d'avoir la stratégie et pourquoi pas utiliser une thérapeutique supplémentaire, mais ça ne peut pas être l'essentiel du traitement. Les étirements post-entraînement, top ou flop? Lesquels étirements? Passifs, actifs, balistiques, activo-dynamiques. Les étirements passifs juste après l'effort, non, ça, on essaye d'éviter. On va plutôt faire des étirements passifs non douloureux de 15, 20, 30 secondes sur les grands groupes musculaires juste après l'effort pour éviter les petits points de tension et ce qu'on appelle les ponts rémanents à cliniosine qui peuvent provoquer des petites hypertonies musculaires. Par contre, des gros étirements passifs, longue durée, type posture juste après un effort, si on veut casser de la fibre, pourquoi pas, mais sinon, ça risque au contraire de majorer un petit peu plus les douleurs post-effort. Les étirements de Rambo dans les années 90, exactement, contre le mur et tout. Et de la même façon, les étirements passifs avant l'effort aussi, aujourd'hui, ils sont quasiment éliminés. Les bottes de compression, plus en plus à la mode, assez chères, top ou flop? Toujours pareil, c'est un adjuvant, celui qui, les pauvres, c'est les joueurs de foot, qui a de l'argent à dépenser et qui se dit qu'en achetant ça, il va récupérer plus vite, mais qui à côté se met des mal dos tous les soirs et va en boîte de nuit, flop. Par contre, encore une fois, si c'est utilisé comme un outil complémentaire avec une stratégie de récupération qui est adaptée autour, pourquoi pas, c'est quelque chose en plus, mais ça ne remplace pas le sommeil, l'alimentation et la bonne charge d'entraînement. On est dans le gain ultra marginal, quoi. Exactement, voilà, exactement. C'est le petit plus. C'est le petit plus du petit plus. Le petit plus du petit plus, exactement. On va dire. Comme souvent avec les machines, encore une fois. Après, si ça vous fait du bien, de toute façon, quand on prend soin de soi, que c'est un temps pour soi, un moment de relaxation, ça peut être très efficace. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que le sportif va se donner du temps pour récupérer. Si c'est ça qui lui permet de se donner du temps, pourquoi pas? C'est génial. Et après, ça peut s'ouvrir sur d'autres choses. Donc, non, mais c'est pour ça. Moi, je suis pas du tout anti. Non, et j'ai plaisir à les utiliser. Ça fait partie des stratégies de récupération, mais c'est pas la plus importante. Top ou flop? Les chaussures minimalistes. Ah, les chaussures minimalistes. Très appréciées aussi de certains kinés. Très appréciées de certains kinés. Donc les Il y a même eu toute une grande mode. Ça nous a été vendu. C'est un peu moins maintenant, mais c'est vrai que les kinés, vous avez été beaucoup prescripteurs de cette culture du minimalisme. Ouais, alors bon, on peut en parler. Il y a un organisme qui a évidemment énormément développé ce courant-là. Donc c'est la clinique de coureurs qui a montré, qui a essayé de faire une revue de littérature et qui a expliqué qu'effectivement la chaussure minimaliste avait un intérêt. Elle permettait l'augmentation de la cadence de course, elle limitait un petit peu les contraintes parce que la force d'impact au sol était inférieure avec des chaussures minimalistes qu'avec des chaussures maximalistes. Mais un des problèmes qu'il y a eu, c'est toujours pareil, c'est le temps de transition. Et il y a eu énormément de patients qui sont venus nous voir parce que le changement a été un petit peu trop violent entre la chaussure qu'il avait en pratique et puis avec un passage à du minimaliste qui a été un peu trop brutal. Donc c'est toujours pareil. Je ne suis pas contre fondamentalement, mais il faut être progressif dans son changement et ne pas être brutal dans son changement. Mais les chaussures minimalistes peuvent avoir un intérêt pour certains patients. Et puis tu as aussi Born to Run, le livre Born to Run. Alors moi, des fois, j'ai des amis, alors pas forcément du monde de la course à pied, mais qui commencent à courir. Puis ils achètent Born to Run parce que c'est le livre que tu trouves partout. Et puis je les vois et puis ils se mettent à courir en sandales. Il faut vraiment. Bon, les gars, on va se calmer un peu. Il faut se méfier des effets de mode et des grandes tendances qui sont lancées. Tout n'est jamais acheté, mais il faut juste prendre un petit peu de recul et se laisser du temps pour s'accompagner vers quelque chose. Et puis il y a certaines personnes qui ont après au niveau musculature, mais moi j'ai tendance à être assez fragile des mollets. Je peux vous dire. Je me suis dit en te voyant aussi. Comment tu sais? C'est vrai que tu étais un peu fragile des mollets. C'est vrai, tu l'as vu ça? T'as eu l'œil? Et du coup, non, c'est vrai que j'ai des beaux mollets, quoi. Après, voilà. Ouais. C'est vrai que du coup, je suis assez sujet aux déchirures musculaires, donc des vraies saloperies. Les chaussures minimalistes, ça te sollicite beaucoup les mollets aussi. Ouais, donc, bien sûr, moi, je sais que je me flingue avec ça, quoi. Ouais, et ça, il y a toute la progressivité que tu veux, de tout ce
que tu veux, ça, c'est encore une fois, le plus les important. mollets sont sursollicités avec ça, quoi. Le plus important, c'est les variabilités individuelles, c'est l'individu. Donc, se lancer dans une mode à corps perdu parce que ça fait, c'est présent et on en entend beaucoup parler, c'est jamais la bonne stratégie. Il faut le penser par rapport à soi. Et ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'un sportif, quand il vient nous voir, la première chose qu'on fait, c'est l'interrogatoire. Et c'est la recherche des antécédents. Celui qui a des antécédents qui sont très marqués sur les lésions musculaires, les lésions myoaponevrotiques au niveau du mollet, du triceps sural, évidemment, on va avoir une attention particulière sur son chaussage et des chaussures minimalistes avec un pied complètement plat. On évite de la même façon que moi, je fais beaucoup la guerre aux footballeurs sur les claquettes, puisqu'ils se baladent énormément en claquettes dans leur quotidien. Claquettes chaussettes, classiques. Et à côté de ça, les stéréotypes des footeux, à côté de ça, avec ils du joule. À côté de ça, ils vont aller chez le podologue, ils vont faire des semelles, ils vont dépenser de l'argent dans plein de choses, mais par contre, ils vont marcher avec un chaussage qui est totalement inadapté par rapport avec les contraintes qui se mettent sur le pied en claquette. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met à ses pieds et il faut faire attention aux effets de mode. Donc, plutôt flop dans l'approche, restons pragmatiques et progressifs. Mais c'est comme la plaque carbone. Enfin, moi, j'ai du mal avec cette chaussure serait la solution pour la performance ou éviter les blessures pour tout le monde. Bien sûr. C'est juste pas possible. D'ailleurs, on a constaté, on en a parlé un petit peu, cette vague de tendons d'Achille qui est arrivée avant les Jeux Olympiques chez les athlètes. Évidemment, le chaussage doit avoir... Tu parles des plaques carbone ? Le fait qu'il y ait eu beaucoup d'atteintes de rupture du tendon d'Achille là sur la période pré-olympique. Après, c'est souvent avec le changement du chaussage. Ouais, après c'est souvent quand tu forces un peu, quoi. Le tendon d'Achille, c'est aussi lié parce que tu t'es en surentraînement avec les JO. Est-ce que c'est la chaussure ? Ça peut être, bien sûr, c'est multifactoriel, mais c'est sûr que la modification du chaussage et de la dureté du chaussage va avoir un impact sur les structures myotendineuses. Allez, on va en faire encore quelques-uns. Le taping, donc ces petites bandelettes, top ou flop ? Écoute, moi je l'utilise, j'ai été formateur sur du taping, je l'utilise toujours, surtout en post-opératoire, en post-traumatique pour la gestion de l'œdème, la gestion de l'hématome, je trouve ça intéressant. Par contre, c'est toujours pareil, c'est un adjuvant, c'est quelque chose en plus qui s'intègre dans une stratégie thérapeutique et c'est pas une réponse immédiate à tous les maux, donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Et pour être très clair, la littérature est quand même avec un très très faible niveau de preuve aujourd'hui sur le taping. Après, c'est toujours pareil, ça vous fait du bien. Voilà, bien sûr, si ça vous soulage. C'est intégré, encore une fois, dans une stratégie. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser de façon unique pour répondre à une problématique. Un que j'aime beaucoup, que moi j'utilise et qui m'a vraiment sauvé la vie. Aïe. Le pistolet massant. Non, c'est pas le pistolet. On aurait pu. Bon, on va pas tous les faire non plus. Non, on va quand même en faire des cools. Enfin, après, tu vas peut-être dire que c'est nul. Moi, j'aime bien. Moi, je l'utilise beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé, notamment prépa marathon. C'est les foam rollers, alors les rouleaux de massage et aussi les boules que j'ai beaucoup utilisées moi au niveau du muscle. Je sais pas, c'est pas le muscle, pyramide au niveau des fesses. Qui en fin de préparation marathon, les gens le savent. En fin de prépa marathon, c'est ce qu'on a des petites douleurs au niveau des fesses. On peut penser que c'est une sciatique. Non, c'est pas forcément ça. C'est juste que on a forcément les muscles qui se contractent un petit peu en fin de prépa. C'est normal parce que en fin de prépa, on arrive à la fin. Donc et après il y a la période d'affûtage où justement on va un petit peu rétablir tout ça. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé et franchement ça a été game changer pour moi. Ça m'a vraiment permis en fait de soulager des tensions musculaires et tout. Et en plus c'est pas cher. Donc tu vois. Et je trouve que en auto, ça c'est très très bien. Moi j'utilise beaucoup les rouleaux de massage, les boules de massage, et c'est quelque chose que je recommande souvent. Est-ce que j'ai raison ou pas? Top ou flop? Écoute, flop. Non, pas flop. C'est toujours pareil. C'est que l'avantage, c'est que c'est un outil qui est très accessible et qui te permet de prendre du temps pour toi. Après, il faut bien l'utiliser. C'est-à-dire que quand on passe 1 heure sur un seul point à venir comprimer en mettant de la contrainte très forte dessus, on va pas bien l'utiliser. Par contre, l'utiliser probablement comme tu le fais en amont, en aller-retour, sans mettre une compression trop forte et en variant sur les groupes musculaires, c'est un outil qui va permettre de faire de la détente. Mais encore une fois, il ne faut pas être en surutilisation de l'outil. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que toi, ça te donne du temps pour toi autour d'une stratégie de récupération et de détente musculaire, et ça, faut le garder. Allez, un petit dernier, les exercices de proprioception, top ou flop? Peut-être tu peux définir aussi ce qu'est la proprioception. La proprioception, c'est très difficile à définir parce qu'on en a beaucoup parlé. Si on pense à la kinésithérapie d'il y a quelques années, c'était le fameux plateau de Freeman ou le plateau de Castin avec le plateau circulaire avec la petite boule en dessous, et on disait tiens, on fait de la proprioception. On se rend compte aujourd'hui que c'est pas ça. On parle plutôt de travail neuromusculaire où finalement on va venir créer des situations
simulation d'instabilité, mais pas forcément sur une surface instable, juste créer des interactions pour générer de l'instabilité à son patient et qui va mettre en action différents récepteurs sensoriels et c'est ces récepteurs sensoriels qu'il va falloir solliciter. Donc le travail proprioceptif neuromusculaire, il faut absolument le faire et il est d'autant plus efficace qu'on le fait intégré à sa pratique sportive. Avec les footballeurs, avec les rugbyman, quand on revenait sur le terrain, on faisait des travaux qui stimulaient au niveau neuromusculaire, de changement de direction, d'instabilité, de perturbations sensorimotrices, mais sur le terrain, qui permettaient vraiment d'être spécifique à l'activité concernée. Par contre, devenir le champion du monde du plateau de Freeman ou le champion du monde du Bosu, ça, c'est pas de la proprioception. Donc, si on met ça derrière proprioceptif, c'est flop. Voilà. Les fameux exercices où on voit les pauvres, les footballeurs courir sur place et faire des petits sauts en crampons sur un Bosu, ce n'est pas de la proprioception. C'est joli. C'est joli, peut-être, et encore, je sais pas. Ça intimide l'adversaire. Mais en fait, il faut se dire que le mécanisme d'une entorse de cheville va à une telle vitesse que le fait de travailler sur ces outils-là ne permettent pas de travailler plus rapidement en vitesse de contraction que la vitesse de l'entorse. Donc, on fait un travail qui est inefficace. Donc, il faut vraiment remettre le sportif dans sa fonction et faire travailler les différentes afférences sensorielles. Avant de se quitter, Erwan, j'ai une dernière petite question. Quel conseil tu pourrais donner si on a des auditeurs, auditrices qui préparent, je sais pas, le semi-marathon, peut-être un trail, qui vont se lancer justement dans une prépa pour prendre soin d'eux, pour éviter les galères, les pépins physiques qui peuvent vraiment ruiner une préparation. Si tu aurais un message à leur passer, ce serait lequel ? Le premier, c'est d'être patient, de ne pas vouloir se fixer un objectif et de vouloir aller trop vite vers son objectif. On ne passe pas d'un état 0 à un état 10 en quelques jours, en quelques semaines. Donc, soyez patient. Ensuite, soyez, on l'a dit plusieurs fois et je le répète, mais c'est vrai que c'est le mot qui doit revenir, progressif dans votre prise, dans votre remise en contrainte. Et ensuite, amusez-vous, variez les plaisirs, intégrez du renforcement musculaire, intégrez du travail cardio-respiratoire. N'hésitez pas à vous faire aider, accompagner et à prendre des informations auprès des professionnels de santé qui sont autour de vous. Et surtout, n'essayez pas de reproduire quelque chose. N'essayez pas de reproduire quelque chose qu'on voit sur des réseaux, sur Strava, sur des médias. Et la grande difficulté dans la course à pied, c'est on aime courir en étant accompagné. On n'aime pas courir seul. Donc souvent, on va courir en couple, souvent, on va courir entre amis, souvent, on va courir dans un groupe. Et pour le coup, on se retrouve en difficulté parce que la séance proposée n'est pas adaptée à soi. Donc pensez à vous, vous êtes un individu propre et faites les choses en fonction de vous et pas en fonction des autres. Et écoutez dans la tête d'un coureur. Et écoutez dans la tête d'un coureur, évidemment, qui donne quand même beaucoup de conseils sur la reprise de la course à pied. Merci beaucoup, Erwan. Ça a été un plaisir d'échanger avec tout ça. J'espère qu'on aura l'occasion de te réinviter parce qu'il y a plein de sujets encore qu'on peut aborder. J'aime bien conclure à chaque fois, moi, mes petites interviews, mes petits échanges avec une citation. C'est un peu la nouvelle mode là, dans cette saison. Et j'en ai trouvé une qui résume bien tout ce qu'on s'est dit. Je ne sais pas si tu la connais, mais je pense que oui, parce qu'elle est un peu connue quand même. Plus le corps est faible, plus il commande, plus il est fort, plus il obéit. Voilà, je vous laisse méditer un peu sur tout ça. Merci infiniment, Erwan. Et avec plaisir. Continue à prendre soin de nous, les coureurs. On va essayer. Voilà, on va financer ta retraite. Hésite pas à venir. Je pense que tes mollets en ont besoin. Et puis voilà, mais continue à partager ta passion. Et puis j'espère qu'on pourra t'accueillir très bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Au revoir.